Vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen, Jean-Claude Fournier, épisode 2. Alors on a vu comment Jean-Claude Fournier, après une rencontre décisive avec André Franquin, a peu à peu pris pied dans le journal Spirou, au point de reprendre les rênes de la série phare. Il va alors déménager en Bretagne, à Rennes, et il va se sentir de plus en plus à l'aise, au point de s'approprier le personnage de Spirou, de le dessiner enfin à sa manière et de modifier son univers. Je me suis dit, André, avant moi, il a créé tout ce monde merveilleux. Moi, j'ai envie de rajouter d'autres trucs. Et puis après tout, voilà, je vais continuer à faire comme il a fait, quoi. Tu vas créer de nouveaux personnages. Auroréa. Ouais. Il y avait quand même le syndrome Natacha, quoi. Quand je vois ça maintenant, je me dis, mais elle est monstrueuse. Elle a une grosse tête sur un petit corps. Mais par contre... elle est mignonne. Oui, elle est mignonne, quoi. Mais au départ, quand je l'ai créée, quand je revois les dessins maintenant... Et Auroréa, c'est parce que tu trouvais que ses cotines n'étaient pas... Elle t'emmerdait, ses cotines. Tu l'as trouvée chiante, quoi. Le cas, ses cotines. Mais ses cotines, elles m'emmerdaient toute mon enfance, quoi. Je ne supportais pas. Et je m'étais jamais posé... La première de la classe. Oui, je m'étais jamais posé la question quand j'étais enfant. Si elle t'emmerdait, c'est parce que justement, elle est faite pour ça, quoi. Donc, j'avais horreur, cette nana. Ça fait quand j'ai pris la série, j'ai viré ses cotines. Fantasio m'emmerdait aussi, d'ailleurs, j'aurais aussi bien viré Fantasio, mais je ne pouvais pas. Mais ses cotines, je les virais. Et ça, c'était une erreur de ma part, parce que c'est une fois vraiment adulte que je me suis rendu compte, oui. Parce qu'elle est faite pour énerver, finalement, ça marchait, ça t'énervait. C'est pour ça, il fallait... je pense que si j'avais continué Spirou, je l'aurais reprise, je crois. Oui, alors qu'Auroréa est beaucoup plus consensuelle, pour le coup. Ah ouais, c'est ça. Oui, elle est gentille. Elle est... Alors, j'avais commencé à faire naître une espèce d'antagonisme entre Spirou et Fantasio. C'est-à-dire Spirou, bel indifférent, quoi, à la nana, mais elle, très intéressée par Spirou. Et par contre, Fantasio, alors, complètement amouraché. Et elle ne s'intéressait pas à Fantasio du tout. J'avais commencé à ébaucher un peu ça, et ça serait un peu étoffé, cet antagonisme. Parce que je trouvais ça drôle. Et c'était enfin une façon pour moi de commencer à m'intéresser à Fantasio. Parce que pendant 12 ans, moi, je l'ai traîné comme un boulet. Dans mes scénarios, Fantasio, il a un rôle vraiment effacé. C'est pas intéressant, quoi. Et Hitokata, ça vient d'où ? Ce personnage, ce magicien japonais là, qui va devenir, lui, extrêmement présent. Oui, et puis sympathique et tout. Les gens l'aiment bien. On me demande souvent en dédicace, c'est drôle. Hein. Hitokata, il est né d'une histoire qui s'appelle Champignon Nippon. Il fallait que j'ai un magicien dans l'histoire, un illusionniste. Et il se trouve que j'ai créé un personnage qui attire la sympathie, quoi. Et autre personnage qu'il va faire évoluer, c'est celui de Spip, le petit écureuil dont le caractère va s'affirmer un peu plus. Spip, j'en ai fait le coryphée du théâtre antique. C'est-à-dire ce petit personnage qui fait des commentaires, un peu comme Gottlieb avec sa coccinelle, par exemple, qui fait des commentaires qui sont destinés au public et que les acteurs autour ne comprennent pas, ne voient pas, quoi. Je commençais à en faire un petit râleur, un peu syndicaliste et tout ça, quoi. Et j'avais vraiment l'intention d'accentuer ce côté-là des choses, d'en faire un personnage vraiment jamais content, toujours râleur et prenant les gens à témoin, prenant le public à témoin. Il y a autre chose que tu vas développer, c'est ce côté pop art aussi dans certaines cases, où il y a deux ou trois couleurs, enfin du noir, du rouge, du jaune, par opposition avec des cases, coloriées normalement. Ça, j'ai pas inventé, hein. Maurice faisait dans Lucky Luke. À un moment, il faut qu'on s'arrête un instant. Et dans ces cas-là, je fais un gros paquet de couleurs inattendues, mais ce n'est pas gratuit, quoi. Ça a une raison d'être, c'est pour faire une rupture, une cassure. Le monde de Spirou devient donc le monde de Fournier, une transition que beaucoup saluent, mais qui en irrite aussi certains. Au journal Spirou, ils ont reçu des lettres d'insultes, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait de Franquin ? Alors, beaucoup de gens pensaient que Franquin avait été viré, quoi. Bon, en plus, moi, mon dessin était moche, quoi. Hein. Quand on compare mes premiers dessins de Spirou aux derniers faux dessins de Franquin, effectivement, il y a de quoi se dire, attends, qu'est-ce qu'ils feront chez lui, ils sont cinglés. Mais toujours est-il que j'ai jamais eu de remarques. Je sais qu'il y en a eu. Franquin, lui, on lui a souvent dit, monsieur Franquin, vous n'avez jamais dû abandonner Spirou. Et dans ces cas-là, il prenait toujours ma défense. C'est à ce qu'on m'a dit. Et Franquin, lui, il disait quoi de ton Spirou à toi ? Au début, il faisait carrément des corrigés sur mes planches. Hein. Là, j'ai des corrigés sur calque de Franquin qui est une valeur pour moi inestimable. Évidemment. C'est le seul dessin de lui que j'ai, mais j'en ai des beaux. Une fois, il m'a dit un truc, on bouffait dans un resto en Hollande, je me rappelle pourquoi on était là-bas.
C'était quand est sorti mon album T'auras pas, où j'ai atteint les chiffres, d'après ce qu'on m'avait dit à l'époque, les chiffres de vente de Franquin avec cet album-là. Et il me dit, je te remercie pour ton boulot, parce que là, la collection a bien redémarré. Je te remercie vraiment. En reprenant Spirou, Jean-Claude est entré dans un nouveau monde. Il va maintenant côtoyer la crème des auteurs de la BD franco-belge avec Will et François Valteri. On va les appeler le trio infernal. Mais il va aussi fréquenter Maurice Tillieux, Peyo et Maurice, le père de Lucky Luke. Maurice qu'il va rencontrer en 1971 à l'aéroport d'Orly. Ce jour-là, les deux hommes doivent prendre un vol pour Lyon et Maurice a accepté de cornaquer le jeune Jean-Claude qui n'a encore jamais pris un avion de ligne. Je vois arriver Maurice, puis il me voit, il arrive vers moi, il me dit « Ah, vous êtes Fournier !» Voilà, je sais que c'est votre premier voyage. Moi, je vais vous guider, puis les ennuis commencent, quoi. C'est-à-dire que d'abord, il se trompe, c'est des billets, et il avait inversé le numéro du... Enfin, il regardait le billet à l'envers, enfin, je ne sais plus trop comment c'était. Il s'était trompé de hall d'embarquement, il était parti à l'autre bout de l'aéroport. Voilà. Et la salle d'embarquement était vide. Et puis là, on entend au parleur, messieurs Debévert et messieurs Fournier sont attendus. Et il me dit « Oh merde, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai inversé le numéro, zut, on file, mais c'était loin, quoi. On arrive en retard, alors on monte dans l'avion comme ça. Maurice s'est dit, voilà, c'est un jeune qui ne connaît pas encore bien l'avion, et ce serait bien s'il était près d'un hublot. On m'a mis près d'un hublot, on file sur la piste, et puis tout d'un coup, l'avion qui s'arrête, qui cherche à s'arrêter, parce qu'il était déjà bien là. Qui freine. Ouais, qui freine. Et je voyais les roues, moi, par mon hublot, qui fumaient. Puis le commandant de bord dit « Bon, mesdames, messieurs, je constate que nous manquons légèrement d'accélération au décollage. Nous allons donc retourner au parking pour faire des contrôles. Ne soyez pas inquiets, tout va très bien. » Et là, je vois Maurice. Il était vert, mais vrai. Il était tout pâle. Et puis il me dit, oh là, quand il dit ça, en général, c'est qu'il y a déjà un moteur en feu. Oh là, c'est pas possible. Puis l'avion est reparti, et puis ça s'est bien passé. Pendant tout le voyage, il m'expliquait tout. Il avait retrouvé son moral, donc. Et puis, arrivé à Lyon, on sort de l'avion, et sur la passerelle de l'avion, cet imbécile prend son briquet pour allumer une cigarette. Oh là, l'hôtesse, monsieur, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est effrayé, là. Hein. En bas, il y avait des policiers. Et là, ils ont dit, monsieur, veuillez nous suivre. Là, qu'est-ce qu'on s'est fait engueuler, hein? Enfin, lui, il s'est fait engueuler, quoi. Vous vous rendez compte, monsieur, que vous essayez de faire sauter tout. Il y a des vapeurs de kérosène qui flottent partout. Un briquet allumé pouvait très bien faire sauter tout le bazar, quoi. Et des anecdotes savoureuses qui datent de cette époque, il va y en avoir de nombreuses. Parce que lors des tournées de dédicaces avec ses confrères, Jean-Claude fait les 400 coups, comme ce soir-là, en gare de Bordeaux, où il doit prendre un train de nuit avec d'autres dessinateurs, dont André Franquin. On était sur le quai à discuter avec des gens, et puis bien sûr, on a cherché quelle bêtise on pouvait faire, quoi. Alors, c'est Tillieux qui me dit, si on faisait son lit en portefeuille, André. Alors on rentre dans sa chambre, on fait son lit en portefeuille, puis le train démarre, Franquin est rentré, il nous dit « Bon les mecs, moi je vais me coucher, hein, je suis fatigué, bonne nuit, dormez bien, et puis à demain matin, quoi. » Puis tout d'un coup, on entend du bruit dans sa piole, puis on entend qu'il jure comme un charretier et tout ça. On se dit « Merde !» C'est pas si grave que ça quand même, quoi. Et il sort de sa chambre, sa valise à la main, le foulard pris dans la fermeture éclair de sa valise, quoi. Il va être un foulard Hermès, tout ça. On regarde, on voit tout de suite qu'il n'y a plus rien à faire, sinon donner un grand coup avec le zip, quoi. Hein. Et c'est Maurice qui lui dit, écoute, André, je crois que ton foulard, il faut que tu fasses un trait dessus, quoi. Ah merde, c'est pas vrai. Oh, il était désolé, c'était un cadeau récent qu'il avait eu et tout. Alors il dit à Tillieux, fais-le parce que je ne vais quand même pas rester toute la nuit. Alors Tillieux ferme, le foulard est découpé, Franquin est libéré, il rentre dans sa chambre. Dépité donc. Ah ouais, en bonne nuit les gars, mais il était triste comme tout le pauvre, quoi. Et puis là, nous les deux, on se dit, bon, attends, maintenant il va peut-être découvrir que les lits en portefeuille, on va peut-être se tirer quand même. C'est la double peine.
Et on est sur le point de partir courageusement, courage fuyant, quand tout d'un coup la porte s'ouvre à nouveau. Et là, il se tourne vers nous et dit « Bande de branleurs !» Et il referme sa porte. Et Thiem me dit « Mais demain matin, tu verras, il n'aura pas tout oublié, mais il va rigoler de la chose. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Jean-Claude fait donc désormais partie des dessinateurs phares de Spirou. On l'intègre même au jury du concours des gaffophones, du nom de l'instrument de musique délirant de Gaston Lagaffe. Les éditions du Puy organisaient un concours où les gens étaient chargés de réaliser des gaffophones et de les présenter. Il y en avait un qui venait d'étudiants de Strasbourg, il pesait 3 tonnes le truc. Et en plus très ressemblant à... Mais aucun ne pouvait marcher vraiment. Parce que, comme j'ai dit à Joao Franquin, j'ai expliqué à Joao Franquin, lui, ses cordes, elles sont fixées sur la peau. Donc, ça ne peut pas marcher. Le jour où je lui ai dit ça, Franquin, j'ai cru qu'il était à 2 doigts de se suicider. Parce qu'il ne connaissait rien à la musique, André, mais rien. Il est très mélomane, mais par contre, les instruments, il ne connaissait rien du tout. Et quand je lui ai dit ça, le jour où je lui ai dit ça, il en était malade. Donc, il y avait un tas de gens qui avaient réalisé des gaffophones, mais qui fonctionnaient tous avec un autre système que la vibration des cordes sur la peau, quoi. Et il y avait, alors, les lots, c'était le châssis de la moto de Gaston. Et tel autre gagnait les roues. Et tout était comme ça. Il y avait des systèmes entiers de plongée sous-marine. Il fallait qu'ils se mettent d'accord pour. Il y avait un qui avait les bouteilles, l'autre qui avait les pales. Enfin, tout était comme ça. Il y avait des lots magnifiques. Hein. Et alors au jury, il y avait aussi Jacques Dutronc, il y avait Pierre Tcharnia, Jean-Jacques Debout aussi, oui. Ou autrement dit des stars et des stars. Jean-Claude va en rencontrer de nombreuses, parfois même de manière fortuite, comme ce soir-là, dans un grand hôtel de la Canebière à Marseille. Il y avait un pot offert à l'hôtel pour des auteurs. Et moi, je quitte ma chambre pour descendre au pot. Et au même étage que moi, une autre chambre, pas loin, je vois une femme qui sort d'une chambre. Je la reconnais, c'est pas possible, c'est Romy Schneider. Alors, on prend s'asseoir ensemble. Je dis, je suis ravi de vous rencontrer, madame. Elle me dit, il paraît qu'il y a des auteurs de bande dessinée, là. Franquin est là, paraît-il, monsieur Franquin est là. Je dis, oui. Oh là, je rêverais de le rencontrer. Je dis, mais venez prendre un pot avec nous. Moi, je n'en revenais pas. Je parlais à cette femme qui était gentille comme tout, mais comme une copine, quoi. Et donc, je l'emmène de prendre le pot avec les autres. Je dis pas à la tête des autres quand j'ai ouvert la porte que je suis rentré avec Romy Schneider. Et tandis que la vie de Jean-Claude Fournier change, les Spirou s'enchaînent, du glucose pour Noémie, l'abbaye truquée, Tora pas. Il puise son inspiration dans son imagination, dans ses recherches ou dans ses observations, jusqu'au gris-gris du New Colocoba, un album dont la genèse là est assez différente. Il y avait un directeur pour Spirou France à l'époque. Il me téléphone un jour pour me dire, voilà monsieur Fournier, on envisage de faire un concours avec des jeunes lecteurs qui gagneraient 10 jours au Nyokolokoba, qui est une réserve nationale du Sénégal. Est-ce que vous accepteriez de faire une bande dessinée qui s'appellerait Le Gris-Gris du Nyokolokoba, parce que ce sera le thème de leur voyage? Et moi, j'ai dit, écoutez, c'est une bonne idée, mais je trouve que l'idée serait encore meilleure s'ils accompagnaient le dessinateur de Spirou là-bas pour réaliser ce scénario, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais mis les pieds en Afrique. C'est fait partie de mes rêves, quoi. Air Afrique payait les voyages, à condition qu'il y ait, je ne sais plus combien de fois dans l'album, le logo d'Air Afrique. C'est pas bien compliqué. Et là-bas, alors, qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que tu vois et comment tu nourris ton inspiration? Bon, d'abord, un passage à Dakar, déjà, moi, c'était ma première fois en Afrique. L'émerveillement de découvrir Dakar. Et puis ensuite, on est parti à Nyokolokoba avec un petit avion. On s'arrête à Tambacounda, qui est la ville-étape pour recharger les réservoirs de l'avion. Et là, j'ai vu un truc. Les mecs sont arrivés avec une charrette à bras, avec 2 gros fûts de kérosène dessus. Ils mettaient un tuyau dans le fût, et puis l'autre morceau de tuyau dans l'aile de l'avion. Et ils pompaient tous les deux, se pompaient, et ils chantaient pour donner le rythme. Donc, arrivé au Nyokolo, là-bas, je partais avec un des gendarmes qui gardait la réserve. Il s'appelait Louis Doucouré. Je l'ai dessiné dans mon histoire, d'ailleurs, tel qu'il est. Il avait un fusil avec les munitions dedans, c'est carrément des roquettes, quoi. C'est-à-dire que s'il fallait se défendre d'un hippo ou d'un éléphant, malheureusement, il y avait ce qu'il fallait, quoi. On est allé à un endroit où il n'y a pas le droit d'aller, évidemment.
Et on a comme ça, il m'a appris à pister l'éléphant, par exemple. On m'avait attribué un boy. Et c'était un type qui avait été braconnier. Il a été pris par les gendarmes. Et il avait le choix. Ou tu vas en prison à Dakar, ou tu viens guide à la réserve. Et ce mec-là, il était sans arrêt me demander, tu me dis, hein, si tu as besoin de quelque chose. Tu me dis, tu veux que je te mette, je lasse tes chaussures. Je disais, mais non. Tu vas être mon copain pendant 8 jours, mais tu n'as pas du tout à me... T'es pas mon serviteur, quoi. Tu n'es pas mon larbin. Et il dit, ouais, mais moi, je veux pas que tu manques de quoi que ce soit. Hein. Je veux pas que tu manques de quoi que ce soit. Quand on s'est quittés, d'ailleurs, bon, on s'est embrassés, on a pleuré tous les deux. Là. J'avais acheté des fringues pour l'Afrique, pour la brousse, quoi. Bon, là, j'en avais plus besoin, quoi. Donc, je lui ai tout laissé. Et j'ai fait envoyer un album ensuite, quoi. Et des gens m'ont dit plus tard qu'il me remerciait et qu'il était heureux comme tout de m'avoir connu. Le Gris-Gris du Nyokolokoba sera finalement publié sous forme d'album en 1974, mais l'album sans doute le plus emblématique de Jean-Claude sortira lui en 1977. Il s'agit de l'Ankou. L'Ankou, c'est une figure de la mythologie bretonne, c'est une sorte de spectre annonciateur de la mort qui se promène avec une charrette grinçante et qui fait partie de l'imaginaire de Jean-Claude Fournier depuis qu'il est enfant. Ma grand-mère, qui était fille d'un conteur, quand j'étais petit, tous les soirs, elle me racontait une histoire. Alors quand elle nous parlait des histoires avec le bon Dieu, le diable, tout ça ne nous faisait rien du tout, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et par contre, quand elle mettait l'Ankou dans ses histoires, qu'est-ce qu'on avait peur. Quand j'étais petit, moi, dès qu'il y avait un grincement quelque part, je pensais forcément à la charrette de l'Ankou. Parce que c'était lié à l'idée de la nuit aussi. Donc, si ça m'arrivait à la nuit, ça me foutait les jetons. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, la nuit. Mais j'avais 16 ans, mais ça a été dur, là. Alors vous devez vous demander de quoi il parle. Eh bien, il parle d'une expédition traumatisante pour lui qui a eu lieu alors qu'il revenait d'un fest-noz avec un ami en pleine nuit dans les marais lugubres du Yonelaise. Jean-Claude est alors sur le Solex du père de son ami qui lui est à vélo lorsque... À un moment, plus d'essence dans le Solex, quoi, plus de Solexine. Son père avait oublié de faire le plein. Donc on se trouve avec un Solex sur lequel on peut pédaler, quand même c'est un peu plus lourd qu'un vélo ordinaire, mais on pédale tous les deux comme des fous, moi aussi. Puis d'un coup il pousse un cri, alors il parlait en breton quand il était ému ou quoi, il se mettait à parler breton, c'est sa langue. Il dit oh, ben, il m'appelait Mimile moi. Mimile, carrière dans l'Ankou, la charrette de l'Ankou. À ce moment-là j'entends ça quoi. Je dis bon ben écoute, on sait très bien que tout ça c'est des blagues. Ouais, moi je te dis qu'il est là derrière, moi je veux qu'on fonce. Bon, parce que je dis on va pas foncer dans le noir. Mais il me dit il n'y a pas le choix. Puis au bout d'un moment il commence à me faire peur moi aussi quoi. Hein. Et puis ça loupe pas, quoi, il tombe dans le marécage. Lui. C'est un peu comme le sable mouvant, hein, c'est dégueulasse. Hein. Heureusement moi j'ai pris la route de son vélo, j'ai tiré sur la route de son vélo, il est accroché à son vélo, il est ressorti de la gadoue. Et puis à ce moment-là, il m'a crié « Corrigande, corrigande, corrigande !» Je regarde, je dis « Mais non, il y a des feux follets. » Parce qu'il y a des barricages, donc dégagement de gaz, et des petits feux follets, il y en avait quelques-uns. Mais il me dit « Regarde, ils nous entourent, c'est des corrigans, je te dis. » Là aussi, il commence à faire peur. Alors il y avait toujours l'autre qui grinçait derrière. On a carrément pris nos trucs par le guidon, on est parti en courant, quoi. On est arrivé chez lui, et puis on a raconté à sa mère, et sa mère dit « Oh oui, on m'a dit... » L'Ankou, pas mal de gens l'ont vu cette temps-ci, ouais. Oh là. Et les corrigans aussi, oh là. Moi, j'ai dit, même Guillaume, c'est des feux follets. Oh oui, tu peux toujours dire. Mais moi, je sais que les corrigans, ils prennent toutes les formes qu'ils veulent. Bon, on s'est couché, dans le matin, il fallait qu'on rentre à Lamballe. Donc, et en partant, on stop. Sur la route, j'entends Alors, je regarde bien, puis je vois dans une ferme sur la colline une éolienne qui tournait. Il tournait. Et c'est ça que vous aviez entendu pendant la nuit, ouais. Ça et les feux follets. Ouais. Donc il n'y avait pas d'Ankou. Non. Oui, il n'y avait pas d'Ankou, mais c'est bien cette légende qui a inspiré la BD du même nom. C'est l'album d'ailleurs le plus personnel de Jean-Claude Fournier. Son album fétiche, comme il aime à le dire, est celui qui s'est le plus vendu.
Dans cet album, Spirou et Fantasio se rendent près de la centrale de Brennilis, où ils sont interpellés par l'Ankou. Et c'est justement cet album que nous avons choisi pour vous faire entendre les voix de Spirou et de Fantasio, et de l'Ankou d'ailleurs, tels que Jean-Claude les imagine lui-même. Il a en effet accepté de conjuguer sa passion pour la bande dessinée avec son autre passion, celle du théâtre, et d'interpréter les dialogues des premières cases de l'Ankou, pour nous spécialement. Spirou informe Fantasio d'un courrier qu'il vient de recevoir. Fantasio, devine qui nous écrit. On nous invite à un mini-congrès international de magiciens. Pff, et quel est le sot individu qui nous fait cette invitation farfelue ? Aurorea. Aurorea ? En route ! Au fait, où allons-nous ? Dans les monts d'Arrée, à la pointe ouest de la Bretagne. Mais ça n'est pas la peine de foncer ainsi. Et le lendemain après-midi, nos amis arrivaient dans les monts d'Arrée, loin de se douter qu'ils allaient y vivre leur aventure la plus fantastique. Saint-Herbot, 3 km, c'est là qu'Aurorea nous attend. Voilà, c'est ici. Et là, ils arrivent donc dans une auberge où une dame les accueille et les met en garde. Mais surtout, soyez prudents, le soir tombe et on dit que l'Ankou se promène beaucoup de ces temps-ci. Qu'a-t-elle voulu dire avec son truc, son chose là ? L'Ankou, c'est pas. Peut-être un type pittoresque du folklore local. En tout cas, si j'en juge par son expression, ça n'est pas très rassurant. Et c'est alors qu'apparaît l'Ankou, personnage maigre, sombre et très inquiétant. Oh oh, des nouveaux. Nous allons faire très vite connaissance. Voilà la voix de l'Ankou incarnée par son créateur, mais dans cette BD, en fait, l'Ankou n'est là que parce que plane une autre menace, celle de la centrale nucléaire de Brennilis. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque, en 1977, le nucléaire et le secret qui l'entoure font peur. C'est cette année-là qu'ont notamment lieu les manifestations autour du projet de Super Phénix à Crémalville. Et selon Jean-Claude Fournier, il était légitime donc de faire un lien entre le nucléaire et l'Ankou. Moi, je l'ai vicieusement lié à l'idée de mort et à l'idée de nucléaire, donc à faire pourquoi pas. Et puis de toute façon, je le présente en l'Ankou, moi, au départ de mon album, comme quelqu'un qui se plaint que la centrale nucléaire en question risque de lui poser de gros problèmes dans son travail. Il y aura trop de morts. Trop de morts, voilà. Donc ça compliquait son travail et il parle un peu comme un syndicaliste, quoi. Il n'est pas si terrible que ça finalement, parce qu'il demande à Spirou de l'aider pour qu'il puisse mieux faire son travail. Oui, voilà. Il y a des gens qui m'ont dit souvent en dédicace comme ça, quand j'étais enfant, moi j'ai lu Ankou, j'ai eu très peur. Bon, ça m'est arrivé encore récemment, là, une dame qui m'a dit j'étais mort de frousse quand je l'ai lu, ça, bon. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui me disent mais M. Fournier, vous devriez faire des albums, des aventures de l'Ankou. Bah oui, non, je peux pas. Non, franchement, franchement, je... Parce qu'on se moque pas de l'Ankou. On plaisante pas avec ça. Non, quand j'ai dessiné cet album, il y a des copains qui m'ont dit t'es quand même un peu gonflé. Hein. Il y a des gens qui se sont dit on joue pas avec ces choses-là, quoi. Est-ce que tu risques d'attirer le mauvais sort contre toi ? C'est ce qu'ils voulaient dire, mais moi, j'ai jamais éprouvé ce genre de crainte, quoi. Mais j'aurais quand même... C'est pas de la blague, hein. J'hésiterais quand même à en faire des aventures de l'Ankou. Pourtant, on me l'a souvent dit, hein. Très souvent. Ouais, même là, tu as le regard un peu inquiet. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Je l'aurais pas fait, ouais. Je l'aurais pas fait. Alors, le mauvais sort, on oubliera, mais l'Ankou de Jean-Claude, qui va devenir un emblème de la lutte antinucléaire, va effectivement lui attirer des ennuis. Il reçoit d'abord des menaces anonymes proférées par des pro-nucléaires. J'habitais Rennes encore, quoi. Il y a un mec qui m'appelle, qui me dit « Monsieur Fournier, c'est vous le dessinateur de l'Ankou ?» Je dis « Oui. » « Ça vous dérange pas de violer l'esprit des enfants des autres ? Nous, on sait où vos enfants vont à l'école. » Alors là, pendant un moment, on est allé, ma femme et moi, les conduire et les chercher à l'école. C'était vraiment dingue, quoi. Et alors que l'hiver s'est installé, il va bientôt être interdit aussi de séjour dans la centrale nucléaire de Brennilis, alors qu'il y avait été invité par un responsable du comité d'entreprise. Je crois qu'il s'appelait M. Larzul, mais je ne suis pas sûr, qui m'invite à venir dédicacer mon album à la centrale nucléaire.
Bon, moi je lui dis, vous savez, c'est pas mon bouquin n'est pas spécialement favorable au nucléaire. Il me dit, ouais, on le sait bien, mais nous, cet album, c'est la mascotte de la centrale. Grosse surprise, quoi. Je suis content de l'apprendre. Comme ça doit se passer dans le restaurant du coup d'entreprise qui est au centre de la centrale, on a pensé qu'avec les gens de l'EDF, vous allez pouvoir venir en hélicoptère. Donc, on vous prendrait un hélicoptère à l'extérieur de la centrale et on vous amènerait près du restaurant de la centrale. Et le lendemain, nouveau coup de téléphone, t'es interdit le survol de la centrale. C'est là qu'il me dit, écoute, je pense que la seule solution, ça va être que tu dédicaces dans une salle de la mairie de Brénilis. Donc, je me pointe à la mairie et je commence mes dédicaces. Et tout d'un coup, M. Larsul me dit, est-ce que tu ne pourrais pas dédicacer l'album pour le maire qui est dans son bureau là-haut et tout. Je dis, ouais, bien sûr, évidemment. Donc, je prends un album, je dédicace pour le maire. Quelques temps après, le maire descend furax. Monsieur, sortez de ma mairie. J'ai dit, pourquoi, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de commentaire, sortez de ma mairie, monsieur, immédiatement. On nous voilà tous dehors, sous la neige. Et le monsieur Larsul demande à un de ses collègues, mais tu n'as pas une caravane, toi? Je dis, oui, bien sûr, mais il va cailler, il n'y a pas de chauffage là-dedans. Moi, j'ai dit, tant pis, je ne suis quand même pas venu pour rien, Donc, on a amené la caravane, là, puis j'ai dédicacé dans la caravane. Mais il y aura en fait plus grave que ça. Sans qu'il s'en rende compte, chez Spirou, l'en-coup est un tournant. L'idée que Jean-Claude est un dessinateur contestataire, un peu trop engagé politiquement et surtout un peu trop breton, commence à germer dans la tête des responsables du journal, à tel point qu'en 1980, son téléphone sonne et pas pour une bonne nouvelle. Je reçois un coup de téléphone de Will qui me dit, Jean-Claude, écoute, t'es au courant Et au courant de quoi? On t'a quand même dit que Dupuis est en train d'envisager de t'enlever Spirou. Quoi? Tu blagues ou quoi? Il me dit non, je t'assure, écoute, bruit court qu'ils vont t'enlever, quoi. Et évidemment, toute la profession le savait, sauf moi, évidemment, parce que Dupuis avait carrément demandé aux gens de ne pas m'en parler. Donc j'ai immédiatement demandé une réunion de tous les responsables Dupuis. Et je dis, bon, écoutez, vous avez des griefs contre moi, si vous envisagez de m'enlever la série, c'est que vous avez des choses à me reprocher. Alors, dites-moi un peu ce qu'il y a, que je sois au courant. Le premier qui prend la parole, c'est Michel Dupuis, un des neveux du grand patron. Il me dit, oui, Jean-Claude, vos albums ne se vendent pas bien. Plus rien à voir avec les chiffres de M. Franquin, vous comprenez? Je dis, je sais pas, vous avez des chiffres à me donner, là? Il me dit, non, mais on va demander tout de suite. Et il appelle le chef comptable à Marcinelle, c'est parce que les bureaux étaient à Marcinelle. Et le mec commence à envoyer les chiffres de vente de Franquin et les miens. Mes chiffres de vente étaient comme ceux de Franquin ou un petit peu supérieurs. Alors quand c'est fini, je dis, bon alors Michel, vous avez toujours l'impression que je ne vends pas bien? Il dit, non, les chiffres sont bons, là. Vous voyez un peu, Jean-Claude, combien il faut se méfier des bruits de couloir. L'éditeur qui dit ça, Après, je dis, bon, il y a autre chose. Alors, c'est un de ses cousins qui me dit, ouais, Jean-Claude, d'accord, mais vous avez fait de Spirou un héros breton. Je dis, pas de honte avec le breton, déjà, il y a une. Et puis, il y a eu d'autres histoires se situant en Bretagne, comme les Gilles Jourdan, par exemple, il y en a eu en Bretagne. Et moi, j'en ai qu'une, se passe en Bretagne. Il dit non, quand même. J'ai dit, il n'y a que l'Ankou. Il me dit, non, il y a aussi du site pour les étoiles. Mais j'ai dit, pourquoi vous croyez qu'on fait du site qu'en Bretagne? On en fait partout, y compris en Asturie et même en Belgique. Or, de toute façon, mon histoire se passe entièrement en Belgique. Il me dit, ouais, mettons, mais quand même, t'auras pas aussi. Alors là, Michel, je comprends plus. T'auras pas se passe entièrement en Polynésie. Il me dit, ouais, peut-être, mais ça fait breton. Dingue. J'ai l'explication bien après. Et c'est quoi l'explication? Tous les lundis matins, l'équipe de direction de Dupuis Belgique venait chez Dupuis France, rue Bellini, dans le 16e, et paraissait cette semaine-là, mon histoire t'aura pas, celle où mes personnages arrivent en Polynésie en avion, et j'ai dessiné un aéroport, vaguement, et pour qu'on voie bien que c'est un aéroport, j'ai mis plein de mâts devant et plein de drapeaux, Parmi ces drapeaux, il y a un tout petit drapeau breton, et le représentant de la Bretagne dans la salle qui dit marrant, il a dessiné un drapeau breton dans l'aéroport. Et Jean-Luc Dupuis, qui n'a pas lu l'album, tout ce qu'il a retenu, c'est ça. J'ai assez vite compris qu'il
ils avaient pris leur décision, quoi. Et leur décision, c'est effectivement de lui retirer Spirou. On lui propose d'abord de devenir rédacteur en chef d'un nouveau magazine pour les tout-petits. Il refuse. Et puis on lui annonce que le journal envisage de créer plusieurs équipes de dessinateurs de Spirou. Et là, il claque la porte. J'ai ramené de Belgique avec moi Eric Maltête, qui est le fils de Will, le dessinateur, qui est lui-même devenu depuis un dessinateur. Il venait un peu en stage chez moi. Et dans la voiture, entre Bruxelles et Rennes, je lui ai dit à plusieurs reprises que j'allais écrire des lettres recommandées à tous les gens concernés par cette histoire. Donc j'ai fait 4 lettres recommandées. Mais Eric, quand il était se coucher le soir, il me dit surtout que la nuit te porte conseil, ne déconne pas. Moi, j'ai pas envie de t'arrêter de faire Spirou, j'adore ton Spirou. Il m'a dit réfléchis bien cette nuit quand même, mais demain matin, on en reparlera. Et demain matin, il s'est levé à 10h. Moi, j'étais levé depuis longtemps, j'étais déjà à ma table, j'avais fini mes lettres, j'avais posté les enveloppes. Ouais. Il annonçait que j'arrêtais Spirou. Tu le regrettes ? J'ai pour principe de ne pas regretter les choses. Que je trouve que regretter, c'est anticonstructif. Mais en même temps, je dois avouer que oui, un petit peu, je le regrette quand même. Quoi. Je me suis trop précipité. Quoi. Mais c'est comme ça, nous les Bretons, ça pète tout de suite. Quoi. Et ça pète alors que d'autres Spirou étaient en préparation. Jean-Claude avait en effet déjà dessiné 5 planches d'une histoire qui devait s'appeler La maison dans la mousse. Ah, ça m'a été inspiré par une dame à Rennes. Ils ont rasé tout un quartier derrière chez moi, tout un ancien quartier militaire qui est passé au civil. Ils ont tout rasé pour bâtir des grands immeubles. Restait juste une maison au milieu. Vivait une dame. Et quand ils ont tout cassé autour, la maison ne tenait plus le bout, donc elle a été étayée, des gros étais en pot tout autour, et la dame ne voulait pas céder. Et je m'étais dit, mais quel courage elle a, cette petite mémé là. Alors moi, le projet était beaucoup plus avancé encore, c'est-à-dire que tout l'ensemble des immeubles était construit. Un immeuble assez grand qui entourait une espèce de puits central, comme ça. Et dans ce puits, il y avait une petite maison avec des fleurs, un petit jardin. Alors, tout ça dessiné par Wills. Ça aurait été un décor extrêmement joli, quoi. Et là-dedans vivait un jeune couple, dont au début de l'histoire, la femme est enceinte jusqu'au... Une maternité dans Spirou, c'était un peu novateur. Ça, c'était déjà fait. Et c'était en route, ça. Alors là, le principe, c'était que Spirou, je ne sais plus trop comment maintenant, finit par découvrir cette histoire-là. Il devient copain avec eux. Ils en parlent au comte de Champignac, qui dit « Quoi, un sabre de bois? Qu'est-ce que c'est que ces ventres bleus? On va s'en occuper. » Et là, il demande à Spirou d'essayer de trouver ces camions qui déposent le goudron sur les routes, là. Puis le comte dit, voilà, je vais mettre mon champignon qui détruit tout. Alors, il commence à attaquer les immeubles, là. Et en très peu de temps, les grands immeubles en béton sont entièrement dévorés. Et il reste que de la mousse, comme ça. Et puis une petite maison au milieu. La maison dans la mousse. Mais la maison dans la mousse n'était pas le seul Spirou sur lequel Jean-Claude Fournier travaillait. Après les promoteurs, il envisageait de s'attaquer aux armateurs véreux, avec un scénario là aussi déjà bien élaboré. L'océan est pollué. Il y a des goudrons partout. Les oiseaux qui crèvent, les bateaux qui ne peuvent plus sortir. Bon. Le comte de Champignac va proposer, lui, encore une fois, son champignon qui dévore tout. Le champignon va bouffer tout le goudron et ça va sauver tout le monde. Mais ce que je voudrais surtout mettre en avant là-dedans, c'est les armateurs de bateaux pourris, quoi. Il a écrit sous forme de schéma, le scénario. Il n'y a rien de plus, puisque j'avais tout arrêté. Finalement, c'est vrai que tes BD étaient des pamphlets politiques contre les promoteurs immobiliers, contre les armateurs véreux. Ouais, bah j'ai attaqué aussi la xénophobie avec du site pour les étoiles. C'est d'ailleurs très drôle ce qui s'est passé avec ça. Et il y a quelques années, je dédicaçais à Plérin, ici à côté. Il y a une dame qui arrive et discrètement elle dit « Monsieur Fournier, quand même, vous n'êtes pas un peu trop gêné d'avoir copié Fallet avec la soupe aux choux ?» Je dis « Mais je n'ai pas copié Fallet. » Elle me dit « Monsieur, il se passe les mêmes choses. C'est quand même bizarre. » À ce moment-là, j'appelle le libraire, je lui dis « Est-ce que tu peux vérifier quand est sorti le bouquin de Fallet et quand est sorti le mien ?» Il est allé voir, il me dit « Le tien était sorti 1 an et demi avant. » Alors je dis « Madame, écoutez, madame, si quelqu'un a copié sur l'autre, c'est pas moi. Si j'ai inspiré Fallet, j'en suis très fier, quoi. » C'est donc l'heure du bilan pour Spirou. Jean-Claude va devoir
passer la main, mais cette transition sera douloureuse, très douloureuse même. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, il a du mal à lire les albums qui sont dessinés par d'autres dessinateurs. Je ne les lis pas, déjà, sauf le premier d'Émilie Bravo que j'ai lu. Je trouve un très beau scénario. Et les autres, je peux pas, ça me fout le cafard, parce que c'est tellement éloigné de mon Spirou. Mais comment tu le sais si tu ne les lis pas ? Non, parce que je les ai. Il m'est arrivé de feuilleter quand même. Ah ouais. Mais les Spirou qui font, c'est pas mon Spirou, ça me fout le cafard, quoi. Je préfère pas avoir. C'est un sujet que j'aborde difficilement, tout ça, parce que c'est pas clair dans mon esprit. Simplement, ce qui est clair dans l'esprit, c'est que c'est des copains à moi qui font ça, et des types que j'aime bien, et dont j'admire le talent. Donc, ils savent très bien que quand il m'arrive de dire que je lis pas leurs albums, c'est pas de la méchanceté, c'est pas que je trouve que c'est moche, je trouve que je peux pas, quoi. Voilà. Ça s'analyse. Peut-être. Peut-être bien. Peut-être bien. Ouais, on sent bien que la perte de Spirou reste une blessure, une cicatrice qui ne s'est pas complètement refermée. Et juste après sa démission, d'ailleurs, il va sombrer dans la dépression. Et c'est de cela qu'on va vous parler, notamment dans le 3e épisode.